Je vais vous présenter Guard aujourd'hui. Oh, c'est bien vert. Donc je m'appelle Jérémy, je travaille à Sensio Labs. J'adore Symfony, j'adore Lean Startup, j'adore Scrum. Je viens de Marseille, du coup je vous ai mis des photos de Marseille. Donc Guard, c'est quoi? Guard, c'est le nouveau component security de Symfony qui existe depuis 2.8. Du coup, il faut PHP 5.5.9. C'est Ryan Weaver qui l'a créé. Du coup, on se dit, s'il y a un nouveau component, on peut faire des choses en plus dans la sécurité de Symfony. En fait, non. Guard n'ajoute aucune nouvelle fonctionnalité au niveau de la sécurité dans Symfony. Et du coup, ça c'est magique. Mais Guard va apporter d'autres choses, du coup on va le voir. Donc je vais vous parler un peu de business. Quand on a une application, ce qu'on veut, c'est des utilisateurs. Donc on va faire en sorte que les utilisateurs viennent sur notre application. Mais une fois qu'ils sont sur notre application, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent s'inscrire et qu'ils puissent s'authentifier facilement. Et Guard va permettre de faire ça, de faciliter l'authentification. En vérité, on va pouvoir faciliter l'authentification avec des méthodes différentes de celles qu'on a de base dans Symfony. Donc dès que vous avez des choses particulières à faire, Guard pourra vous aider là-dessus. Dans Symfony, de base, c'est un peu compliqué de rajouter des nouvelles choses. Il y en a parmi vous qui ont déjà implémenté de nouvelles manières de s'authentifier dans Symfony? Oui. Donc il y a plusieurs moyens. Soit on va utiliser les choses de base de Symfony, soit on va utiliser des bundles. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de classes. Il y a beaucoup de classes à créer. Et ces classes, du coup, implémentent Listener Interface. On doit créer un Authenticator Provider, Security Factory, etc. Bon, après, il y a d'autres choses à faire. On doit enregistrer notre factory dans l'extension Security. Si on a de la config à faire, il faut aussi rajouter de la configuration. C'est beaucoup de travail. Pourtant, la sécurité, c'est censé être simple. Dans la sécurité, pour s'authentifier, on a besoin de credentials. Les credentials, c'est par exemple un username et un password, donc un nom d'utilisateur et un mot de passe. On les envoie à notre application pour récupérer un utilisateur. Ça va être le rôle du user provider dans Symfony. Donc on récupère l'utilisateur. Et une fois qu'on a l'utilisateur, on va pouvoir vérifier que son mot de passe est correct. Donc pour ça, on a le password encodeur. Son job, ça va être de vérifier que le mot de passe que l'utilisateur a saisi quand il a voulu s'authentifier et le mot de passe qu'on a en base correspondent. Et une fois que ça c'est bon, si ça s'est bien passé, du coup, on est authentifié. Donc Guard, du coup, au lieu d'avoir plusieurs classes, on va en avoir qu'une seule. C'est le Guard Authenticator. Donc vous devez implémenter cette interface-là pour pouvoir utiliser un authenticator avec Guard. Donc c'est l'interface, elle est en Authentication Entry Point Interface. C'est l'interface qui va permettre de déclencher l'authentification. Dedans, il y a une méthode qui s'appelle Start. Et en fait, dès qu'un utilisateur doit être authentifié, c'est cette méthode-là qui sera appelée. Généralement, ça envoie une réponse, par exemple, pour une réponse de redirection pour rediriger vers le formulaire de login, par exemple. Il y a des classes qui restent comme avant. Donc, vous les connaissez déjà. Donc, il y a Token Interface qui permet de dire comment un utilisateur s'est authentifié. User Interface qui est l'utilisateur. User Provider qui permet de récupérer l'utilisateur quelque part, par exemple en base de données avec Doctrine, par exemple. Concrètement, comment ça va se passer? Donc, dans Guard, comme je vous ai dit, on a une seule classe. Et on va avoir toutes les étapes de l'authentification qu'on vient de voir avec le schéma dans cette classe-là. Donc on va pouvoir récupérer l'utilisateur, vérifier ses credentials, etc. Et après rediriger la page l'authentification. Donc tout d'abord, on a besoin, si on a besoin d'être authentifié, par exemple, on arrive sur une page qui est sécurisée où on n'est pas authentifié, on va lancer la méthode start qui permettra à l'utilisateur de lancer le processus d'authentification et de permettre à l'utilisateur de lui donner un moyen de s'authentifier. Donc comme je vous ai dit, par exemple, on va rediriger vers un formulaire de contact.
Ou si on a une API, on va mettre un 401 en lui disant qu'il faut s'authentifier. Donc si on reprend le schéma qu'on avait, donc j'ai mis des étapes, 1, 2, 3, 4, et Guard va permettre de faire la plupart de ces étapes-là du coup dans la même classe. Donc tout d'abord, on va récupérer les credentials de la request. Donc pour ça, il y a une méthode, c'est getCredential. On a la request qui est passée, et du coup on va pouvoir récupérer par exemple le username et le mot de passe qui ont été passés en post via un formulaire d'authentification. Cette méthode-là, elle doit renvoyer du coup les credentials. Ça peut être ce que vous voulez, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être un tableau ou un objet, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous êtes vraiment libre de le représenter comme vous voulez. Donc ça, c'est la première étape. Il y en a une seule méthode pour le faire. Donc on a fait la première étape. La deuxième étape, ça va être de récupérer l'utilisateur. Donc pour récupérer l'utilisateur, on va évidemment utiliser le user provider qui permet de récupérer un utilisateur quelque part. Mais ça va se passer dans la méthode getUser de notre authenticator. Donc là, on va lui passer les credentials. Dedans, on aura notre username, par exemple. Et on va pouvoir faire la méthode que vous connaissez peut-être déjà sur user provider, c'est load by username, pour récupérer un utilisateur. Donc vous allez pouvoir récupérer un utilisateur qui va évidemment implémenter user interface de la sécurité de Symfony. Une petite astuce, vous pouvez renvoyer nul à la place de renvoyer un utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur n'a pas été trouvé. Mais si vous voulez avoir plus d'informations de debug, par exemple, vous pouvez directement lever l'exception dans cette méthode-là pour avoir plus d'informations justement dans vos logs, par exemple. Donc là, on a fait les deux premières étapes. Donc on a récupéré les credentials de la request, par exemple un username et un mot de passe, enfin un password. On a récupéré l'utilisateur via la méthode getUser et avec l'aide du user provider. Du coup, la prochaine étape, c'est de vérifier que le mot de passe est bon. Donc, on va pouvoir utiliser la méthode getCredential dans laquelle on va passer à la fois les credentials et le user. Et du coup, on va pouvoir vérifier avec le password encodeur que le mot de passe est bien correct. Ça envoie un booléen. Et là aussi, vous pouvez lever une exception de bad credential exception au lieu de renvoyer faux. Là aussi, vous allez pouvoir mettre des informations de debug si vous voulez pour vos logs. Du coup, il nous reste la dernière étape, c'est de dire qu'on est vraiment authentifié. Et pour ça, on va devoir créer un token. Donc, on a une méthode aussi dans notre authenticator, create authenticated token, qui doit renvoyer un token authentifié. Et là, il y a une petite astuce aussi. Vous pouvez directement utiliser étendre la classe abstract qui est dans Guard, qui s'appelle Abstract Guard Authenticator, qui fait déjà ce travail-là. Donc, si vous n'avez pas besoin de faire un token particulier pour votre utilisateur, vous n'avez pas besoin d'implémenter cette méthode-là, juste étendez la classe abstract et cette méthode-là sera directement faite. C'est à ce moment-là qu'il y a cet événement qui est dispatché. Vous le connaissez déjà, cet événement? Oui. Il permet de faire certaines choses, par exemple de loguer la date de connexion de l'utilisateur, par exemple. Et une fois que ça c'est bon, on a une autre méthode qui est dans Guard, qui est onAuthenticationSuccess. Donc cette méthode-là va pouvoir renvoyer une réponse ou ne pas renvoyer de réponse. Enfin, on va voir la différence. Si vous renvoyez une réponse, vous allez pouvoir rediriger vers une page, par exemple /moncompte. Et vous pouvez, sinon, ne pas renvoyer une réponse, renvoyer nul. Si vous renvoyez nul, ça va poursuivre la request de base qui était renvoyée. Et enfin, la dernière étape, c'est d'envoyer dans la réponse le cookie pour le Remember Me. Donc là, vous allez voir, on a une méthode il y a une méthode dans Guard qui permet de dire si notre authenticator supporte le Remember Me. Donc si vous êtes en mode stateless, vous n'allez pas avoir de
de Remember Me. Si vous voulez du Remember Me, il suffit d'implémenter la méthode support Remember Me et de mettre true dedans, de renvoyer true. Et du coup, on est authentifié. Donc vous avez vu, on n'a qu'une seule classe qui permet de gérer toutes les étapes de l'authentification. Donc pour résumer, on a du coup notre classe GuardAuthenticator. On doit implémenter toutes ces méthodes-là, celles qu'on vient de voir. Il y a évidemment, si l'authentification se passe mal, on a Authentication Failure qui permet de faire des choses aussi. Et là, vous voyez, il n'y a pas la méthode start qui est dans cette interface-là, parce qu'elle est dans l'interface Authentication Entry Point Interface. Du coup, pensez bien à implémenter aussi cette méthode-là. Pour rappel, c'est la méthode qui permet de lancer le processus quand un utilisateur a besoin d'être authentifié. Donc, généralement, on va renvoyer une réponse vers le formulaire de login. Une fois qu'on a écrit notre classe, on va faire un petit peu de config. Donc, tout d'abord, on va définir notre authenticator en service. Bon, c'est super classique. Donc là, je l'ai appelé App Authenticator Form, par exemple. Et ma classe, je l'ai mise dans Security Form Guard Authenticator. Et ensuite, il suffit de l'utiliser. Pour l'utiliser, ça va se passer dans Security. Et vous voyez, dans les firewalls, on va pouvoir dire à l'utilisateur comment il peut s'authentifier. Donc, au lieu d'utiliser Form Login ou basic, HTTP basique, on peut utiliser Guard ici. Et on va indiquer l'authenticateur qu'on va utiliser, qui sera le nom du service qu'on a défini. Et vous voyez, il y a un S. Du coup, on va pouvoir en mettre plusieurs. On va pouvoir mettre plusieurs authenticateurs. Du coup, on va pouvoir permettre à l'utilisateur de s'authentifier de manière différente pour notre application. Donc, par exemple, on peut utiliser SL Connect ou Facebook ou ce que vous voulez. Par contre, si on en utilise plusieurs, on va devoir faire quelque chose. On va devoir rajouter cette option-là, Entry Point, pour dire quel sera l'authenticateur qui sera utilisé pour déclencher la méthode Start, pour déclencher le processus d'authentification. Il faudra dire que si l'authentification, s'il n'y a aucun authenticateur qui a pu authentifier l'utilisateur, on va lancer la méthode Start dans l'exemple App Authenticator Form. Ouais, donc c'est la méthode start de l'entry point qui sera utilisée. Donc ça, c'est obligatoire à mettre dès qu'on a plusieurs authenticateurs parce que Symfony ne peut pas savoir lequel sera utilisé. On ne pourrait pas prendre le premier parce qu'on pourrait avoir un système d'authentification vraiment particulier sur le premier. Ça les prend dans l'ordre aussi. Je vais vous montrer des exemples. Donc un truc tout bête, une authentification via un token dans l'URL. J'ai déjà vu des gens qui faisaient ça dans des contrôleurs, et qui récupéraient le token dans un contrôleur et qui authentifiaient directement l'utilisateur dans le contrôleur. Avec Guard, il n'y a pas besoin de faire ça. On va créer un authenticator qui permet de le faire. Par exemple, vous avez un lien dans un email avec un token dans le lien qui permet de vous authentifier. Du coup, on va pouvoir utiliser Guard pour s'authentifier. Donc, si dans l'URL, on a un token qui permet de nous authentifier, on va pouvoir le récupérer dans la méthode getCredential qui permet de récupérer, vous vous souvenez, les credentials de la request. Donc là, on n'a pas besoin d'un username, on n'a pas besoin d'un mot de passe, on a directement le token dans la query string. Donc on la récupère et on peut directement la renvoyer. J'ai mis en valeur par défaut nulle. Comme ça, ça va automatiquement déclencher l'exception, enfin pas l'exception, pardon, ça va me passer à l'authenticateur suivant s'il n'y a pas de token dans l'URL. Donc on va pouvoir directement continuer le traitement de la request et passer à un authenticateur suivant s'il y en a d'autres. Donc getCredential va renvoyer le token, la valeur du token, pardon. Et ensuite, on va pouvoir récupérer un utilisateur, donc avec la méthode getUser qui est dans notre authenticator. Et ici, on va du coup appeler findByToken. Donc on va créer une méthode qui va permettre de récupérer notre user en fonction de notre token.
Et là, j'ai mis check credential à true. On pourrait faire d'autres choses. On pourrait vérifier que le token, mettons, il a une durée de vie. On pourrait vérifier ici que le token a une durée de vie, si on veut. Bon, je ne vous ai pas montré les autres méthodes, mais il faut les faire, évidemment. Un autre exemple, c'est l'authentification en OAuth avec SensoLabs Connect ou avec un autre fournisseur. Donc OAuth, le principe d'OAuth, c'est de déléguer l'authentification à un tiers qui va pouvoir nous assurer que l'utilisateur est bien authentifié et nous dire que l'utilisateur est bien la personne indiquée par ce tiers-là. Donc pour ça, ce que je vais faire un composer require de SensoLabs Connect. Donc là, j'aurais pu faire un composer, en temps normal, sans utiliser Guard, j'aurais utilisé le bundle qui me permet de rajouter toutes les classes, la factory, l'authentication provider, etc. Rajouter la config dans mon extension sécurité. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement utiliser le SDK de Connect, directement la librairie, sans passer par le bundle. Donc pour ça, je vais rajouter dans la méthode start, je vais générer une réponse qui va pouvoir rediriger vers le serveur de Connect pour déclencher l'authentification sur Connect. Et le serveur de Connect va me renvoyer une réponse, va refaire une request vers mon application avec les informations de l'authentification. Donc là, je l'ai mis dans un client, j'ai mis le callback, donc Connect Callback. Ce sera la page vers laquelle SensoLabs Connect va me rediriger. Et du coup, je vais récupérer les credentials. Ce que je vais faire juste avant, c'est vérifier que je suis bien sur la bonne page. Donc avec passinfo de request, je vais vérifier que je suis bien sur la page de callback, donc connect/callback. Et si je suis bien sur cette page-là, je vais poursuivre. Et je vais récupérer mes informations qui viennent de SensoLabs Connect. Donc je vais considérer que ça va être mes credentials. Et ensuite, je vais pouvoir récupérer mon user. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un find or create. C'est-à-dire que si l'utilisateur n'est pas présent déjà dans mon application, je vais le créer automatiquement avec les informations qui viennent de Connect. Là aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'authentifier, check credential, je vais faire en sorte que ça me renvoie true aussi, parce que l'authentification a été déléguée à SensoLabs Connect, donc je considère que l'utilisateur est authentifié. Je pourrais faire d'autres choses ici, vérifier que, selon les attributs de l'utilisateur, faire en sorte qu'il soit bloqué ou non. Voilà, donc là, c'était des exemples assez concrets. Je vais vous montrer des trucs cool qu'on peut faire avec Guard. Par exemple, imaginons on a une application avec des marques blanches et des systèmes d'authentification différents selon les marques blanches qu'on a utilisées. Donc un exemple d'application avec des marques blanches. Donc une application, 3 marques blanches. C'était quoi? Banana.com, Apple.com. Ouais, c'est moi qui... Apple, c'est moi. Bananas, Apple et Ananas. Et imaginons que sur ces 3 marques blanches-là, on veut authentifier l'utilisateur de manière différente. Donc imaginons sur banana.com, on s'authentifie avec son username et son password. Sur Apple, c'est un numéro de téléphone qu'il faut mettre et son password. Et sur Ananas, il faut le username, le nom d'utilisateur, le numéro de téléphone et le mot de passe. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer 3 Guard Authenticators. Un pour Banana, un pour Apple et un pour Ananas.
Donc là, vous vous souvenez, Banana, il y avait username et password. Du coup, ce qu'on va faire, c'est dans la méthode getCredential dans laquelle on va passer la request, on va s'assurer qu'on est bien avec le bon host banana.com. Donc avec request get host. Il y a beaucoup de choses qui sont faites du coup avec la request, parce qu'on va dire c'est la request qui va faire en sorte que c'est cet authenticateur-là qui sera utilisé et pas un autre. Donc là, si on n'est pas sur Banana, ben, ce n'est pas cet authenticateur-là, on passe à la suite. Si c'est bien Banana, du coup, je vais renvoyer banana.com, je vais renvoyer le username et le password. Donc je vais créer un tableau, ce sera mes credentials, qui va contenir ce qui aurait été passé en poste par l'utilisateur. Pour Apple, je vais faire la même chose, sauf que là, on avait le numéro de téléphone à la place du username. Donc c'est le même principe, sauf qu'à la place d'avoir username, j'ai mis phone. Et enfin, Ananas, vous vous souvenez, on avait le username, le numéro de téléphone et le password pour authentifier l'utilisateur. Donc dans ma méthode getCredential de cet authenticateur-là, je vais vérifier qu'on est bien sur ananas.com. Et si on est bien sur ananas.com, du coup, je vais renvoyer mes credentials avec mon username, mon numéro de téléphone et mon mot de passe. Après, il faudra bien sûr faire la méthode getUser qui récupérera l'utilisateur en fonction, dans ce cas-là, du username et du numéro de téléphone. Un autre exemple, par exemple dans les tests fonctionnels, souvent on a beaucoup d'utilisateurs qu'on va créer en fixture pour faire différents cas, tester différents cas dans certaines conditions, etc. Et ouais, du coup, c'est dommage d'avoir énormément d'utilisateurs. Ça va être difficile pour les développeurs de trouver quel est le bon utilisateur qui correspond à mon cas d'utilisation bien précis. Je pense que vous connaissez déjà cette technique, c'est d'avoir un environnement de test, d'avoir une authentification en HTTP basique. Et quand on crée le client, on va pouvoir directement mettre le username et le mot de passe. C'est utile lorsqu'on veut vraiment avoir un utilisateur authentifié sans repasser par tout le process d'authentification. Donc aller sur la page d'authentification, soumettre le formulaire et ensuite revenir sur la page qu'on veut tester. Du coup, grâce à HTTP basique, on évite de faire des requests pour rien. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'au lieu d'avoir le username et le password, on va rajouter des informations à notre utilisateur. Par exemple, imaginons qu'on veut tester qu'un utilisateur a le droit de modifier un blog post et que dans notre application, il peut modifier le blog post parce qu'il est l'auteur et on va vérifier qu'il est l'auteur avec son ID. Dans le blog post, il y a getAuthorID par exemple qui renvoie l'ID de l'auteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre client, donc avec user password. Imaginons que c'est vraiment cet utilisateur-là qui a créé l'article et donc il est autorisé à modifier cet article. On va aller sur la request du coup blog mon meilleur article /edit et là l'utilisateur va être authentifié donc on aura une 200. Et là l'objectif c'est d'avoir en plus l'ID de l'utilisateur. Du coup on va modifier, l'objectif c'est de pouvoir modifier l'ID de notre utilisateur en cours. Et du coup si l'ID change, le status code sera différent, on aura un forbidden, comme quoi l'utilisateur n'a pas le droit de modifier cet article. Un autre exemple, cette fois-ci j'ai mis des rôles, au lieu de changer l'ID du user, on va lui modifier ses rôles. Par exemple, l'utilisateur de base, il n'est pas admin, donc s'il arrive sur /admin, il n'a pas les droits, du coup il a une 403. Et l'objectif ici, c'est de rajouter un autre header pour choisir les rôles de l'utilisateur, pour du coup surcharger ses rôles. Et du coup, là j'ai mis le rôle admin, et si on considère que notre application, pour accéder à /admin, il faut le rôle admin, à ce moment-là, je devrais avoir une 200.
Donc là aussi, c'est super simple. Ce que je vais faire, c'est que dans mon authenticator, je vais vérifier qu'il y a bien le PHP hot user. Si je l'ai, donc je vais récupérer le user et password. Donc là, c'est comme dans HTTP basique de base. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter son ID et les rôles que j'avais trouvés. Donc là, je fais un explode de ma chaîne de caractères. J'avais une chaîne de caractères avec des tirets, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, on avait role underscore admin role user. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un explode. Ouais, explode, ça permet de... Voilà. Enfin, on sépare une chaîne de caractères, on l'explose. C'est un moyen mnémotechnique entre implode et explode pour se souvenir de transformer une chaîne de caractères en tableau. Du coup, là, on va avoir nos rôles qui seront transformés en tableau. Et du coup, on va pouvoir surcharger les rôles de notre utilisateur. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est avoir une méthode load dans notre user provider. Il peut être différent pour les tests, qui va permettre de modifier notre utilisateur en surchargeant les données qu'on a passées à notre client. Donc on pourra lui changer son ID et lui changer ses rôles. Et du coup, nos tests pourront être faits avec le même utilisateur. Ce sera beaucoup plus rapide pour un développeur pour faire ses tests. Il n'aura pas besoin de chercher quel est le bon utilisateur. Et là, du coup, dans mon config test, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau service, donc uniquement pour les tests. Et là, je vais surcharger mon firewall. Et dans mon firewall, je vais lui rajouter un authenticator. Donc ça va l'ajouter à l'ensemble de mes authenticators qui étaient déjà présents en environnement de prod et de dev. Ouais, migrer vers Guard. Pourquoi Guard, c'est facile à comprendre. Vous avez vu, il n'y a qu'une seule classe. Tout est dedans. Un nouveau développeur, on lui demande de venir sur le projet et de rajouter un système d'authentification. Il va pouvoir le faire super facilement. Il n'y a qu'une seule classe à rajouter, un service à créer et à rajouter dans la liste des authenticators le service qu'on a créé. Là aussi, c'est facile à maintenir. Vu qu'on n'a qu'une seule classe, c'est facile à maintenir. Un nouveau développeur qui vient d'arriver sur le projet, on lui demande de modifier le système d'authentification, par exemple avec SL Connect. Il sait où c'est que dans un seul fichier, et il pourra facilement modifier l'authentification. C'est facile à tester aussi, il n'y a qu'une seule classe, du coup c'est plus simple à tester. On a moins de dépendance vers des bundles. Vous vous souvenez tout à l'heure dans l'exemple de SL Connect, je n'ai pas pris le bundle, j'ai directement pris la librairie, le SDK de Connect. Du coup, je pense que ça vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir mettre à jour votre application Symfony parce qu'il y avait une dépendance vers un bundle qui n'était pas compatible avec votre version de Symfony. Du coup, on n'a plus ce problème-là parce qu'on utilise directement une librairie et on a une classe qui est dans notre projet et zéro bundle. Et enfin, c'est super puissant, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut dans notre classe. C'est du PHP, il n'y a pas besoin de config, on fait tout dans notre authenticator. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Du coup, pour conclure, Guard, c'est simple et puissant, et du coup, c'est cool. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Je vous invite à venir nous voir à Sensolabs University. Il y a le stand là à côté de Sensolabs. Il y a le petit totem. Merci beaucoup.